C'est très intéressant d'avoir une carrière longue parce que en fait les problématiques changent très très fort. Moi je me rappelle quand on était dans nos études, etc. Le critère de professionnalisme c'était de maîtriser son sujet. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a la prétention de maîtriser un sujet. C'est le principe d'incertitude à gagner extraordinairement. Donc tout ce courant qu'on a appelé postmoderne à partir de 75, hein, assez tôt, avec Lyotard, tout ça, avec la French Theory, les penseurs français qui se sont beaucoup exportés, Derrida aux États-Unis, etc., Bourdieu et tout ça. Ça a mis le doute sur les certitudes qu'on pouvait avoir. Et donc on est devenu, nous aussi, dans une quête qui n'a pas de fin, et avec un jeu de regard qui se change, et un principe de narrativité qui change, et aussi un principe de rapport à la vérité. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a plus... enfin, moi, je continue à croire que ceux qui ont étudié une question la connaissent mieux que ceux qui ne l'ont pas étudiée. Mais on n'a pas la science infuse, définitive. D'ailleurs, la science change toujours, ce qui prouve qu'elle n'est pas scientifique, d'une certaine manière, ou en tout cas qu'on doit revoir le terme. Et un mot important, c'est la fiction, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sens différents du mot fiction. Alors, moi je pense qu'on peut très bien faire un grand livre d'anthropologie qui soit fictionnel. C'est-à-dire, si on connaît bien différents cas et différents contextes, on peut inventer des choses. C'est comme si on fait une enquête sur la mafia. Prenez votre caméra, allez filmer les mafieux, vous n'aurez pas grand-chose. Il n'y a personne qui va vous dire devant la caméra qu'il a terrorisé le coiffeur parce qu'il n'avait pas payé sa coutille. Donc il y a très peu de choses qu'on avoue ces crimes devant les... Donc on doit faire de la fiction. C'est peut-être Le Parrain, la série Le Parrain, qui a ouvert les yeux sur des mécanismes. Et si c'est bien documenté, on a... Et donc on peut dire que la fiction est aussi la théorie. Si on sort du côté pédestre de la description, on n'épuise pas le réel en le filmant, par exemple, ou en le décrivant. Il y a toujours quelque chose derrière. Il faut gratter le réel pour voir ce qu'il y a derrière. Donc, la fiction théorique, quand on dit un système social, c'est une fiction théorique. D'ailleurs, on s'aperçoit tous les jours qu'il n'est pas si systématique que ça. Il y a le principe englobant de la totalité du système, le système monétaire international, bon, il a des fuites par moment, et il y a des éléments non systématiques. Donc c'est compliqué, c'est des systèmes complexes avec du désordre, et donc la fiction intervient, mais il faut quand même distinguer le fait disons, de proposer un regard sur le réel et le fait de l'inventer complètement. Pour moi, le contrat doit être clair, sinon on fait n'importe quoi. Si on ne sait pas s'il y a vraiment eu une interview, si le personnage a vraiment dit ça, etc., c'est gênant. Donc, quand on fait des films, ça nous arrive de dire répète-moi le truc que tu m'as déjà raconté 10 fois. Et simplement, essaye de ne pas dire comme je te l'ai expliqué 10 fois, raconte-le comme si c'était la première. Ça nous arrive, on fait ça parce qu'on ressuscite pour le film une enquête qu'on a faite. On n'est pas dans la fiction, mais on est quand même dans la... Et alors, on est toujours dans une coproduction, en fait. On est toujours dans une coproduction parce que quand on demande aux gens de raconter leur vie, comme vous me le faites aujourd'hui, vous formatez un peu ma vie aussi. Vous êtes dans le coup. Vous êtes dans le coup. Vous ne pouvez pas dire que vous n'y avez rien à voir. On sait très bien dans quel genre de programme vous êtes, pour qui, etc.
Donc on est dans des coproductions. Quand on est avec un prêtre Bambara, forgeron, dans le fond de la campagne, lui, il sent très bien ça. Et de temps en temps, il contredit ou il arrête, ou en disant ça c'est trop grand pour notre bouche, donc on n'en parle plus. Et contrairement aussi à ce qu'on croit, on croit que l'homme blanc riche qui va décrire des pauvres en Afrique est un personnage tout-puissant. Bon, ça c'est vraiment très faux, parce que les gens au fond de la brousse, ils ne se gênent pas pour vous dire, ben non, là tu rentres pas, quoi. Ou là on arrête, ou là on coupe, ou ça tu peux pas dire, etc. Et donc ils savent très... Ou alors, s'ils n'ont pas envie de faire preuve d'autorité, ce qu'ils font quand même souvent, ils inventent une histoire, ils inventent eux une fiction. Et c'est à vous de dire oui, non mais là tu te moques un peu de moi. Et donc c'est un rapport négocié, c'est un rapport. Et donc là, il faut très bien distinguer la fiction au sens de façonner. Si on fait un film, on façonne le réel. Alors c'est un des sens de mot fiction, c'est celui que Clifford a utilisé, mais c'est différent de la création imaginaire, par exemple le prix Goncourt là, de Mougarsar, qui est un chef-d'œuvre, hein, j'aime beaucoup le livre. C'est une fiction. Et bon, il s'inspire un peu du cas de Yambo ou Le Game, mais il est complètement fictionnel. On apprend énormément de choses, mais c'est un exercice de l'imaginaire. Donc, normalement, si on fait du documentaire, on n'est pas dans l'exercice de l'imaginaire. Donc, je pense qu'il faut être un peu clair là-dessus, quoi. Alors, les études, en fait, c'est un domaine. Moi, je me considère comme étudiant aujourd'hui. Je vais avoir 73 ans très vite, là, le mois prochain, et je me considère comme un étudiant. Et je pense que c'est important. C'est pas que je dise que les maîtres n'en sont pas, mais presque, enfin. Ils savent des choses, mais ils savent aussi tout ce qu'ils ne savent pas. Et donc, on continue à étudier. Et les troubles que j'avais quand j'avais 20 ans, sont restés. C'est-à-dire que quand j'étais à l'université, j'avais une multiplicité de cours qui étaient très inégaux, hein, à l'ULB. On avait des gens géniaux comme Yerno en biologie, Deuche, etc. Henri Jeanne aussi, quand même, le système social, c'était quand même un bouquin de référence. Mais on avait aussi des anciens cadres coloniaux qu'on avait recyclés un peu dans l'université, qui nous apprenaient que les pygmées étaient petits pour pouvoir passer sous les branches, enfin, des trucs absolument incroyables. Mais bon, alors du coup, il n'y avait pas non plus de somme, il n'y avait pas de manuel, il y avait que sais-je, d'anthropologie qui n'était pas bon du tout, d'ethnologie même. Et donc, moi, mon premier livre, c'est Les éléments d'anthropologie sociale et culturelle. Je l'ai écrit pour moi-même rassembler ce que j'avais cru apprendre, parce que nulle part on trouvait ça. Bon, après il y en a eu, etc. Et donc, bon, je crois qu'il a eu une certaine utilité. En tout cas, c'est le seul livre qui a été beaucoup réédité. On en est, je crois, à la 9e édition. Mais aujourd'hui, j'ai refusé la dernière proposition. C'était les éditions de l'ULB. J'ai refusé de faire une autre édition parce que le système a explosé. Quand j'étais jeune, on pouvait connaître presque tous les anthropologues français. Enfin, aujourd'hui, on ne sait pas, même sur un seul, on découvre sur un seul sujet comme le Bailly, des auteurs qu'on n'a pas lus, etc. Donc il y a beaucoup plus de professionnels. On dit que les sciences humaines sont en crise, c'est vrai, mais elles produisent beaucoup plus, et il y a beaucoup plus de chercheurs, même sur le terrain, même aujourd'hui où, d'une certaine manière, l'idée que le terrain, c'est pas bien, parce que c'est des riches qui vont voir les pauvres, c'est des arguments de pouvoir, les livres sont produits en Europe ou aux États-Unis, ils ne retournent pas sur le terrain, on ne sait pas pour les gens, etc. Donc il y a tout ce côté un peu politiquement, le politique du terrain, le rapport politique du terrain. Le droit, qu'est-ce qui nous donne le droit de décrire l'autre, et par l'inverse, tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes sur le terrain, beaucoup plus qu'avant.
Et donc, on ne peut plus. Donc, il y a une hyper spécialisation et en même temps un élargissement, puisque là, aussi, heureusement, la grande frontière sociologie, anthropologie, qui est quand même un héritage colonial, c'est-à-dire la sociologie c'est pour étudier les blancs développés riches et l'anthropologie c'est pour les sauvages. C'est quand même de là que ça vient. Hein. Et donc, sous l'influence de gens comme Ballandier, etc., et puis aussi, après, les courants qui contestent les grands partages, qui sont quand même en Amérique surtout aujourd'hui. En Amérique, il y a une contradiction extraordinaire entre la culture médiatique disponible, facile et tout ça, et qui est en général un rouleau compresseur qui n'a absolument pas honte de sa surpuissance, et puis la délicatesse des incertitudes dans le monde intellectuel, universitaire, etc., où on calcule le moindre mot pour savoir si ça n'offense personne. Enfin, alors, les mots offensent les gens, c'est sûr. C'est très difficile de caractériser quelqu'un sans que, d'une certaine manière, ça soit contestable. Et donc, c'est très difficile de synthétiser. Faire un manuel d'anthropologie serait difficile, peut-être en 18 volumes, ou je ne sais pas, au collectif, mais donc, à l'époque, j'avais... Et je continue à penser, c'est comme le bouquin de Bourdieu et Passeron, Le métier de sociologue. Bon, peu de gens le lisent aujourd'hui, c'est dommage, parce que ça donne une structure. Après, la structure, on peut la contester, on peut la corriger, mais ça donne... S'il n'y a pas, à un moment donné... bon, il y a Daniel Sefai qui a fait un très bon volume collectif sur l'enquête de terrain, où les sociologues, mais la plupart... Enfin, je trouve que une bonne partie de ces exemples sont en fait des anthropologues. Et donc, ça permet aussi de voir combien nos prédécesseurs ont travaillé. On peut s'inscrire en faux, on peut les contester, on peut les utiliser. Alors, c'est très étonnant de voir qu'un auteur comme Max Weber est utilisé tous les jours, sous des sens parfois très différents, par des auteurs très divers. Un type comme Bourdieu d'un côté et Talcott Parsons de l'autre se revendiquent tous les deux de Weber. C'est quand même très étonnant. Et donc, il y a la relecture, il y a la recréation. C'est normal, hein, on relit Spinoza, on relit Platon. Les hellénistes, en fait, c'est assez curieux. Pourquoi relit-on les hellénistes en acceptant intellectuellement facilement des nouveaux éclairages, et est-on gêné par le revisiting d'une monographie faite en anthropologie? C'est pas normal. Ça révèle qu'on pense que c'est des sociétés fixes qui ne bougent pas, et donc on peut les étudier aussi avec des méthodes fixes. Non, on peut retourner les îles Samoa et voir que Margaret Mead n'a pas vu certaines choses, ou bien Annette Wiener revisite Malinowski, voit les choses autrement, voit le pouvoir des femmes qu'il n'a pas vu, etc. Et donc c'est normal, c'est les progrès de la pensée. Et donc c'était un livre, c'était comme ça, en fait j'avais envie moi-même de définir ma boîte à outils, quoi. Et donc j'ai essayé de l'adapter aux évolutions en faveur des éditions. Et dans le même esprit, j'ai fait un que sais-je aussi, qui était en fait avec Marc Auger. Mais j'y ai beaucoup plus travaillé que lui, très amicalement d'ailleurs, c'est convenu entre nous. Il n'a pas voulu prendre un sou de droit d'auteur d'ailleurs, mais c'était un peu dans le même souci. C'était qu'est-ce qu'on peut dire sous une forme très très courte, dans un format, que sais-je, de l'anthropologie aujourd'hui, quoi. Donc il y a toujours eu ce côté un peu pédagogique. Et puis maintenant je donne cours. On a créé un master à Bamako, là, dans un labo international qui s'appelle Macoter. Et donc, il y a une équipe qui est moitié française, moitié malienne. Et on est tous à Kabala, donc dans la banlieue de Bamako. Et ce n'est pas des expats, quoi. On est dans les bureaux avec des collègues maliens, etc. Et on donne cours à des jeunes maliens. Et donc là, j'ai un grand malaise parce que, bon, on leur enseigne nos choses à nous, quoi. On n'a pas, on donne un cours de sociaux, on dit bon, la pensée de Durkheim, ils sont obligés de bachoter ça. Et chaque fois que je donne cours, je me dis, mais ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, enfin. Et donc maintenant je donne cours en essayant d'utiliser
chinois Achebe, Amadou Kourouma, des auteurs, Mungo Betty et tout ça, des auteurs qui ont analysé leur société à eux. Et donc, en croisant avec les méthodes de l'anthropologie, on arrive alors ça les passionne complètement. Et le dernier cours que j'ai donné, maintenant c'était en ligne parce que, à cause du contexte, mais c'était extraordinaire parce que c'était justement sur la possession. Et donc il racontait que mes étudiants, ça date il n'y a pas un mois, il y a quelques semaines, c'est que dans un examen en classe de droit, plusieurs jeunes filles sont tombées en possession et ont roulé par terre, etc. Et alors, quelle est la clé? Comment analyser ce phénomène? Alors, c'est pas seulement malien, hein, j'y reviendrai, mais c'est que les questions demandées, qui devaient donc être répondues par écrit en classe, étaient extrêmement complexes. Et si complexes que même des collègues juristes m'ont dit j'aurais pas pu vraiment répondre à ces questions. Et donc, la protestation de ces jeunes filles, la question se pose de savoir si c'est simplement une stratégie qu'elles ont puisée dans les ressources que leur culture leur donne pour manifester leur refus, ou bien si c'est plus comme un évanouissement, comme ou face à une émotion, une impasse, etc. On prend le langage, l'idiome de la possession, qui est quand même reçu culturellement, on sait que ça existe. L'idée qu'une autre personnalité s'empare de vous est quelque chose qui existe dans la culture africaine en général. Et donc, mais c'est récent. Et ça se produit aussi au Sénégal. Par exemple, à Tambacounda, il y a eu une épidémie de possession, en particulier de jeunes filles, par un génie, qui peut être masculin, féminin ou bisexué, et qui s'empare des lycéennes. Enfin, donc il y a une presse là-dessus, il y a des articles dans les journaux, et bon, il y a aussi, par exemple, le troisième pont de Bamako. On a fait un troisième pont à Bamako pour travers. Bon, ces villes du Sahel sont assez curieuses parce qu'elles sont supposées être. Je ne sais pas combien de personnes, grande majorité de gens sont en dessous du seuil de pauvreté, mais la ville est un embouteillage permanent. Donc ça circule dans tous les sens. On est au pas, on met 1h30 pour faire quelques kilomètres. Et le troisième pont, puisque la ville est répartie des deux côtés du Niger, il y a des accidents tout le temps. Et en fait, il y aurait là des génies qu'on n'a pas consultés avant de construire le pont, et donc qui se vengeraient sur les usagers d'aujourd'hui. Mais vu de France, c'est une superstition, mais vu de là-bas, non. C'est un truc vécu, c'est très difficile de penser autrement, c'est reçu culturellement, et bon, c'est tout le rapport aussi à la sorcellerie, etc. Par exemple, on est retourné à une métaphore de Marx. Pourquoi Marx a-t-il parlé du fétiche de la marchandise et de l'argent? Parce que le fait de produire plus d'argent avec la même quantité d'intrants, ça tient du fétiche. Il y a là un petit mécanisme. Alors, les gens de l'Afrique aujourd'hui se disent, là, que des gens fassent des fortunes comme ça en si peu de temps, il y a nécessairement de la sorcellerie, il y a nécessairement du fétiche. Donc on a renoué avec la métaphore de Marx, et donc on a ce côté inquiétant du rapport à l'argent qui est miraculeux, puisque tout le monde peine, tout le monde est au-dessus, il lutte pour la vie, et puis il y a des types qui deviennent des magnats avec des centaines de millions de dollars, des investissements à gauche, à droite. Donc il y a de la sorcellerie. Peut-être c'est vrai, j'en sais rien. Et aujourd'hui, il y a par exemple un auteur qu'on redécouvre qui est Mandeville, qui est un auteur oublié, mais qui, donc à la fin du XVIIIe, a dit, pour qu'il y ait un bon modèle de développement,
il faut qu'il y ait une classe dirigeante vicieuse, perverse, qui joue avec les choses, qui joue et qui parvient à convaincre la masse qu'il faut travailler pour le projet. Ça, c'est les conditions pour avoir un vrai développement. Et bon, on est proche de certaines théories en disant les miettes seront plus grosses si on soutient ce type de sorcier. Et donc, bon, c'est des analyses. Bon, Tonda essaye de reprendre ça. Joseph Tonda, c'est un grand auteur. Il est un peu particulier, il dérange beaucoup d'anthropologues parce qu'il ne rentre pas dans le canon habituel, parce qu'il prend l'imaginaire au sérieux. Et donc, il essaye de voir comment les imaginaires, y compris les imaginaires malades, de gens souffrants, et ça, éclairent quand même le système. Et bon, il fait une œuvre assez impressionnante, ça.